À la une de l'actualité ce soir, la Haute Cour de justice donne 3 mois pour le dénouement de certains dossiers dont elle a la charge. Son procureur était face à la presse ce matin, que ce soit le dossier du coup d'État manqué de septembre 2015 et de l'insurrection de octobre 2014 ou encore la mise en accusation de l'ancien président du Faso Blaise Compaoré. Le procureur rassure que les lignes bougent. Vous l'entendez dans ce journal. En grève depuis le 20 septembre dernier, le syndicat des travailleurs de l'ONATEL vient d'être reçu par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba qui discute avec les syndicats de l'enseignement supérieur sur l'épurement de la dette sociale. À quoi ont-ils abouti? La réponse à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le président du Faso reçoit la nouvelle présidente de la Cour de l'UEMOA et le président de la Chambre africaine extraordinaire basée à Dakar. Les deux personnalités sont venues échanger sur leur mission avec Roch-Marc Christian Kaboré. Bouma Ernest Nebié, Jean-Eudes Bayala. Président, première personnalité à être reçue par le président du Faso, Eba Joséphine Touré, la nouvelle présidente de la Cour de justice de l'UEMOA. Elle est venue rendre une visite de courtoisie à Kaboré et faire part des activités et missions de l'institution dont elle a désormais la charge. Notre mission au niveau de la Cour de justice, c'est de veiller au respect et à l'application effective de la loi communautaire concernant notre institution commune qu'est l'UEMOA. À la suite de la présidente de la Cour de l'UEMOA, Gustave Khan, le président sortant de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar. Une chambre qui a pour compétence de juger et de poursuivre Hissène Habré et les autres auteurs responsables des crimes commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Au président du Faso, il a fait le point de sa mission. J'avais un contrat, un mandat qui m'avait été donné par l'Union africaine et j'ai rempli en tout cas mon contrat. J'ai rendu une décision tant au plan pénal qu'au plan civil et également vous savez que ces deux décisions ont fait l'objet d'appel et nous allons attendre que les juges qui seront nommés pour revoir mes décisions qui puissent aussi donner leur appréciation. Dans l'actualité ce soir, la Haute Cour de justice communique sur les dossiers dont elle a la charge. Il s'agit du coup d'État manqué de septembre 2015 et de l'insurrection de 2014. Par ailleurs, la Cour qui connaît du dossier de mise en accusation de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Le procureur de la Cour face aux journalistes ce matin donne 3 mois pour un dénouement de certains dossiers. Souleymane Sanou, Bouma Ernest Nebié. En l'état actuel de l'instruction du dossier sur l'insurrection populaire, l'ex-président Blaise Compaoré ne pourra pas être jugé en sa qualité de chef de l'État. C'est le procureur général près la Haute Cour de justice qui le dit avec comme motif l'interprétation de la Constitution et les faits qui lui sont reprochés. Quand c'est le chef de l'État, c'est 3 fautes, 3 infractions pour lesquelles le chef de l'État peut être poursuivi uniquement. Les autres infractions, on ne peut pas poursuivre le chef de l'État pour ça. Et ces 3 infractions sont lesquelles? C'est l'attentat à la Constitution, c'est la haute trahison et puis c'est le détournement de deniers publics. Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le code, dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça. Mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment? Parce que toute infraction a des éléments constitutifs. En revanche, l'ex-président exilé en Côte d'Ivoire sera poursuivi en tant que ministre de la Défense, tout comme tous les autres membres de son dernier gouvernement. 24 ont d'ailleurs déjà été auditionnés et inculpés. L'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw a écopé des mandats de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. 4 anciens ministres seront entendus la semaine prochaine car étant en déplacement hors du pays. La justice est sans nouvelles de 5 autres, à savoir Blaise Compaoré, Moussa Salif Kaboré, Marie-Lucien Bembamba, Koumba Bari et Assimi Kwanda. Toute chose qui n'entamera en rien l'avancée du dossier dont le jugement pourrait intervenir dans 3 mois. On a laissé pour juger même ces 5 fois-là.
Ce sont les gouvernements. Le chef du gouvernement, c'est Thiao. Parmi nous, il vient reprendre. Et nous avons 28 personnes. 28 des ex-ministres seront présents. 28, ce n'est pas les 5 absents qui peuvent empêcher que les choses sont passées. Donc, c'est maintenant, une fois la décision, le jugement rendu, s'ils sont déclarés coupables, c'est en ce moment maintenant qu'on va parler de mandat d'arrêt. La Haute Cour de justice a également été saisie du cas du colonel Sidi Baré, ministre de la Sécurité sous la transition, dans le dossier du d'État. Ce dossier connaît un avancement et en état de recevoir jugement devrait encore attendre celui des auteurs principaux poursuivis par le tribunal militaire. Un reportage du Kéda. Le général Djibril Bassolé, en détention depuis septembre 2015 pour des accusations liées au coup d'État manqué. Ce jeudi, un de ses avocats était face à la presse pour Maître Varro. Il ne comprend pas pourquoi la détention de son client. Selon lui, le dossier est vide. Ernest Tanga, Robert Kafando, Gérard Sommet. Maître Alexandre Varro construit la défense de son client Djibril Bassolé d'abord dans la forme. Il trouve qu'il y a vice de procédure et des implications politiques qui ne garantissent pas l'indépendance de la justice dans le dossier de son client. Je trouve qu'il n'est pas sain que le ministre de la Justice de votre pays, qui est certainement un homme très respectable, soit également partie civile dans la procédure contre mon client. Je trouve qu'il y a là aussi un mélange des genres qui n'est pas normal. Dans le fond, Maître Varro trouve qu'il y a insuffisance de preuves des charges retenues contre son client. Pour lui, l'enregistrement téléphonique qu'il considère comme la seule pièce à conviction ne répond pas à la légalité. Il met également en doute son authenticité. On a fait faire, nous, la défense, une expertise de ce document qui dit qu'il a été trafiqué. Ce document n'est pas un enregistrement fait de manière normale avec un début et une fin. Il y a des coupures anormales, des bruits parasites anormaux. Il y a manifestement un montage. C'est-à-dire qu'il y a des vrais bouts, sans doute de la voix de M. Soro. Je ne sais pas, je ne connais pas M. Soro, mais certains disent que ça pourrait être lui à certains moments. Il y a des vrais bouts de la voix de M. Bassolé, notamment quand il dit Et tout ça paraît avoir été cousu ensemble par quelqu'un qui avait son idée sur les ennuis qu'il fallait causer à M. Bassolé. Conclusion de l'avocat parisien, le dossier Djibril Bassolé est vide et son client n'est ni plus ni moins qu'un prisonnier politique. Autre titre de l'actualité, depuis quelques jours, on assiste à une perturbation des activités de l'ONATEL et de Telmob. Des perturbations dues à un mouvement de grève du personnel. Ce vendredi, le Premier ministre a reçu les responsables du syndicat des travailleurs de cet opérateur de téléphonie pour comprendre davantage sur la situation. Également, Paul Kaba-Thieba a discuté avec les syndicats des enseignants du supérieur sur l'épurement de la dette sociale des institutions d'enseignement supérieur. On fait le point avec Souleymane Sanou et Mou Koundabire. Le gouvernement veut trouver une issue à la crise qui oppose la direction de l'ONATEL aux employés. L'assurance est donnée au Sinatel par le chef du gouvernement, Paul Kaba-Thieba. Et c'est au ministre Aminata Sana Congo, chargé de l'économie numérique, qui lui revient la charge de renouer le dialogue entre les deux parties. Ce que le gouvernement vient de faire déjà, c'est bien de s'inviter dans cette crise pour jouer à la conciliation, pour concilier les deux parties. Mais nous disons qu'au-delà de cela, le gouvernement doit faire le bilan des 10 arrêts de privatisation de l'ONATEL et qu'à l'issue de ce bilan, des conséquences doivent être tirées. Les syndicats des enseignants du supérieur sont quant à eux parvenus à un accord avec l'exécutif. Le gouvernement s'est engagé à payer les dettes en instance et à appliquer strictement les tests régissant la vie et la formation universitaire. Il s'est par ailleurs porté garant d'améliorer les conditions de travail des anciens chercheurs et des étudiants. Face au Premier ministre, les différentes parties ont décidé de consentir des efforts pour en finir avec le chevauchement des années à l'université. L'autorité politique et universitaire doit jouer son rôle dans la prise d'un certain nombre de mesures pour assainir la gouvernance. Si ces mesures-là, idoines, sont appliquées, je pense que la normalisation sera au bout du tunnel. Il y a des projets qui sont prévus, il y a Ouaga 2 qui pourra sûrement même s'ouvrir à la rentrée prochaine sur son site. Il y a des constructions prévues à Koudougou, à Bobo. On aura 3 nouvelles universités et nous allons créer aussi certainement pour entrer en 2017, des centres universitaires à Gawa et à Kaya. Pour une mise en œuvre efficace des points d'accord,
Les acteurs ont convenu de la mise en place d'un comité de suivi. Pour ce qui est des points de non-accord, les parties conviennent de les reprendre chaque fois que de besoin. Pour sa part, le ministre Filga appelle à la compréhension de tous pour sauver l'université. Un mot de politique dans ce journal. Le groupe parlementaire CDP est en session pour ses deuxièmes journées parlementaires à Koudougou. Une session qui met l'accent sur le rôle du groupe dans la dynamisation du parti et l'animation de la vie politique nationale. Les députés CDP vont aussi se préparer pour la deuxième session de l'Assemblée nationale qui vient de s'ouvrir mercredi et qui concerne le vote de la loi de finances gestion 2017. Adama Guiti, Aboubakar Sagnon. L'ancien parti au pouvoir a déjà en ligne de mire la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Au cours de ces deuxièmes journées du groupe parlementaire CDP, les élus nationaux du parti réfléchissent sur leur rôle dans la dynamisation du parti et l'animation de la vie politique nationale. Il s'agira concrètement d'interpeller chaque député sur les actions à mener pour le retour du parti aux premières loges de l'échiquier politique. Comme vous le savez, le parti a eu beaucoup de problèmes. On a tout fait pour essayer de nous supprimer de l'échiquier politique. Mais nous sommes là et le parti est en train de reprendre un peu partout. Et nous parlerons aussi de l'animation de la vie politique nationale qui concerne le travail du député, bien sûr. Cette deuxième journée du groupe parlementaire CDP vise également à préparer les députés du parti à la deuxième session de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget de l'État gestion 2017. Donc nous parlerons forcément du budget. Il y a un spécialiste qui viendra nous parler du budget programme. Dans son discours, le président du groupe parlementaire a dénoncé les tâtonnements du pouvoir en place. La secrétaire générale de la section CDP du Boul-Kiemde a appelé à la libération de Luc Adolphe Thiao, Djibril Bassolé, Herman Yamego et Martin Ilboudo, considérés par le parti comme des prisonniers politiques. La représentation nationale qui commémore le centenaire de la révolte des peuples du Bani Volta ce 28 septembre sur fond de prestations artistiques et culturelles, les parlementaires ont pu découvrir une des facettes de l'histoire du Burkina jusque-là confinée dans des cercles d'initiés. Nongba Kouda, Jérémy Koulibaly. Ce sont les jardins de l'Assemblée nationale qui ont accueilli la cérémonie commémorative du centenaire de la première insurrection populaire en terre voltaïque. Entre 1915 et 1916, plus de 300 000 personnes ont pris les armes contre l'oppression coloniale française. La révolte matée dans le sang a fait plus de 30 000 morts, selon des historiens. Nous commémorons cette année le centenaire de ces événements douloureux pour que demain, les générations futures puissent puiser dans la bravoure et le sacrifice de nos ascendants, les raisons de continuer le combat pour la liberté et la démocratie. C'est une commémoration aux allures de soirées culturelles, avec des prestations de troupes traditionnelles et le rappel des différentes péripéties de cette insurrection, jusque-là méconnue du grand public. La vision de l'Assemblée nationale est très claire. Premièrement, c'était pour effectivement faire remonter en surface cette histoire, parce qu'elle est peu connue. Et deuxièmement, l'Assemblée nationale veut susciter une réflexion pour qu'à l'avenir, on puisse, à l'Assemblée nationale, voir dans quelle perspective on peut en tout cas être à l'initiative d'une loi qui va permettre, n'est-ce pas, d'introduire cette histoire, cette révolte dans les manuels scolaires. L'ambition à terme est la réappropriation de notre histoire et de notre culture pour bâtir une nation prospère. C'est aussi pour toutes ces raisons que des acteurs culturels ont été distingués. Dans le reste de l'actualité, la gendarmerie nationale vient de saisir des produits de contrebande ce 27 septembre à Sakargo, dans la région de Koupela. Ces produits sont composés de drogue, du cannabis en l'occurrence, de cigarettes, des cyanures et des piles. Il y a aussi des produits pharmaceutiques et une cinquantaine de motos. Selon les témoins, les fraudeurs ont tenté de forcer le passage lors du contrôle de la gendarmerie. Moussa Ouedraogo, Draman Dadian. La sécurité est un enjeu majeur pour le Burkina.
Ici, des gendarmes de Puitenga et de Kupela veillent au grain. Nous sommes au poste de contrôle mixte de Sakorga, à 3 km de Kupela. Mais il fallait y être mardi dernier, c'était le 27 septembre, pour mieux comprendre ce que le commandant de compagnie de gendarmerie de Kupela et son collègue de Puitenga qualifient d'affront. Des fraudeurs ont tenté de forcer le passage. Je crois que ce jour-là, ils sont venus plus d'une centaine. Ils ont tenté de forcer maintenant la barrière là. Voilà, il se trouvait justement qu'il y a un élément qui était tout juste au niveau de la barrière qui les a interceptés pour dire non, vous ne devez pas passer par là. Voilà, donc ils ont dit bon, il n'y a pas de problème et ils ont décidé à partir de désormais d'emprunter le goudron jusqu'à Ouaga. L'incident a fait des blessés, un gendarme et 2 fraudeurs. Ils sont actuellement en soins à Ouagadougou. Et le matériel saisi est stocké ici, à la gendarmerie de Kupela. Il y a du cyanure qui fait 450 kg. Alors il y a la cigarette qui fait 1 tonne. On a des piles qui font 2 tonnes et demie. Et on a les produits pharmaceutiques là, ça fait 50 kg. Et on a du chanvre indien qui fait 110 kg. Donc c'est ce que nous avons trouvé avec et 56 motos qui ont été saisies. La contrebande est développée dans le centre-est, région frontalière avec le Togo, le Bénin et le Ghana. Et même si manifestement les fraudeurs souhaitent la levée de certains postes de contrôle comme celui de Sakorga, pour le moment il n'en est pas question, selon l'adjudant-chef-major Nyankara, car sécurité oblige. Et puis retour à Ouagadougou, 2 réseaux de malfrats qui écumaient les citoyens de la capitale burkinabé viennent d'être démantelés. Ces délinquants, selon la police, sont accusés de braquage, de cambriolage, de vol à main armée et de complicité de vol. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi en présence de Moumouni Soubega. Des motocyclettes, des postes téléviseurs, des sacs de soude caustique, c'est entre autres le butin récupéré des mains des membres des 2 réseaux de présumés délinquants. Le premier réseau détenait la somme de 6 millions de francs CFA et l'autre 29 millions. Ces 2 réseaux ont été démantelés par des éléments du commissariat de police de Nongre-Masson. Leur mode opératoire consistait à ligoter les vigiles avant de passer à l'acte. Le premier groupe, quant à lui, a révélé que à partir d'une arme à feu qu'ils ont volée au domicile d'un particulier dans la zone de Tanguin ici, ils ont utilisé cette arme-là pour identifier des victimes cibles bien dessinées qui sont la jeune féminine, qui sont vulnérables. Alors, ils les filent toute la journée pour savoir leurs habitudes et le plus souvent des dames qui rentrent un peu tard et ils les filent jusqu'à un endroit propice à leur braquage. Pour le second groupe, eux, c'est tous des récidivistes et ils ont déjà fait la MACO et d'autres ont, pour ne pas dire tous ces gens-là sont des co-détenus, des ex-co-détenus. Et ils ont pigé leur peine au niveau de la maison d'arrêt. Et dehors, comme ils n'ont plus d'activité, et je pense bien ils ont vu la facilité. Leurs anciennes pratiques, c'est le braquage. Ces réseaux opéraient à l'aide des fusils de chasse, des scies, des marteaux et de bien d'autres outils. La lutte contre le banditisme est un combat de longue haleine que mènent les forces de sécurité. Et pour cela, la police de Nongre-Masson invite la population une fois de plus à la vigilance et à la collaboration. Après 2 ans de pause, le Salon international du tourisme de Ouagadougou reprend du service. L'édition 2016, qui a ouvert ses portes ce jeudi, se poursuit sur le site du CIAO. Estelle Judith Assogba y a fait un tour. Compte rendu. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, accompagné de ses homologues de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ouvre ainsi les portes des stands d'exposition. Acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et tout naturellement du pays hôte se partagent 140 stands pour promouvoir leurs activités. Le Niger, toujours fidèle au CITO, est à sa 11e participation. Pour cette édition, on note une présence remarquée des agences de voyage, de location de voitures et des hôteliers. L'objectif de notre participation, c'est de renouer les contacts avec les tours opérateurs et d'autres partenaires présents sur ce salon. Et l'objectif essentiel, c'est surtout de booster le tourisme international, le tourisme classique des circuits qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est de les booster face, bien sûr, à la psychose d'insécurité
qui sévit dans l'espace Sahel et Soirée. La Côte d'Ivoire est à ce salon pour faire la promotion du cacao. Nous sommes là avec la fontaine de chocolat. Vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc voilà pourquoi nous exposons. Il y a des fruits à côté, fruits de la Côte d'Ivoire, la banane douce que nous prenons, on trempe dans le chocolat et c'est bon. À côté des stands pays se trouvent les stands des régions, où les 13 régions du Burkina Faso y sont représentées et chacune d'elles met en lumière les spécificités de sa région. Nous avons des potentialités culturelles. Justement, ça fait partie d'un attrait touristique majeur au niveau de la région des Cascades. Il n'y a pas que les sites physiques ou naturels, mais il y a aussi la dimension humaine qui se trouve au niveau de la région des Cascades. Et nous sommes venus pour faire valoir cela et porter cela à la connaissance des gens. Pour le ministre de la Culture, tous ces pays regorgent d'une forte richesse culturelle et touristique. Les stands que j'ai visités indiquent clairement la richesse et la variété de notre potentiel touristique. Et je pense que tous ceux qui vont visiter ces stands ne seront pas déçus. Il y a une grande variété de choix à faire et nous devons être fiers de notre pays. Les expositions se déroulent tous les jours sur le site du CIAO jusqu'au 2 octobre prochain. Et puis à Bobo-Dioulasso, le festival Fitini Show a rendu son verdict ce 25 septembre. Pour sa 17e édition, l'un des plus grands événements culturels du Burkina a encore confirmé son rôle d'émulation des talents artistiques chez les plus jeunes. Les témoignages sur place à Bobo avec Kadouro Menki. Chaude a été la compétition pour la conquête du Silure d'or à cette finale de la 17e édition de Fitini Show. Les finalistes ont pu se mesurer dans les disciplines telles la danse, le ballet, le playback, le sketch, le slam et le défilé Miss Sunguru Saramani. Le vainqueur des vainqueurs est le groupe Fitini Espoir Dakarville de Bobo-Dioulasso qui empoche en plus du trophée la somme d'1 million de francs CFA. Le groupe Hardy Ambiance de Bobo-Dioulasso, deuxième, s'en sort avec 750 000 francs CFA. Et les majorettes de Ouagadougou, qui occupent la 3e place, empochent 500 000 francs CFA. Il faut saluer surtout les encadreurs et demander à ce que des efforts soient davantage faits pour orienter l'encadrement vers surtout les musiques burkinabées modernes d'inspiration traditionnelle. Sous le thème « Protégeons les filles du mariage forcé et précoce », les organisateurs entendent jouer leur partition pour une jeunesse avisée des questions de sexualité. Vous savez aujourd'hui que nous vivons dans un monde où on n'est pas fermé, où nous sommes ouverts à toutes les chaînes, où les enfants apprennent tout sur les chaînes. Mais Fitini Show aujourd'hui essaie à sa façon de pouvoir éduquer ces enfants-là. Le message est très bien passé. Quand on a suivi même les sketchs, c'est vraiment des interpellations très fortes. Et aucun parent qui suit un tel sketch ne saurait rester indifférent. Fin donc de cette 17e édition qui note la participation d'artistes de renom venus apporter leur touche à l'éclat de l'événement. En cinéma, La forêt du Niolo, le premier long métrage de Adama Rwamba, est en tournage. C'est Tahirou Bari, le ministre en charge de la culture, qui a donné le clap de cette œuvre de fiction à Ouagadougou. L'exploitation minière et ses avatars, les faits d'expropriation de terres cultivables, de dégradation de l'environnement et des ressources hydriques portés à l'écran par le cinéaste burkinabé Godefroy Bazier. Adama Rwamba porte à l'écran la lutte des populations victimes de l'exploitation minière. La forêt de Niolo est d'une actualité évidente avec tous ces problèmes qui entourent l'exploitation des richesses du sous-sol dans de nombreux pays africains. C'est un scénario que j'ai écrit depuis 2012, la première version. Donc elle a évolué jusqu'à 2016. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, que bon, je vais tenter de traiter depuis. Pour son véritable premier long métrage, le cinéaste burkinabé qui s'est essayé pendant longtemps au court métrage et aux séries a fait appel à des comédiens africains de renom comme le Malien Amadoun Kassougué, la Sénégalaise Rokaya Niang ou le Camerounais Gérard Essongba. C'est un plaisir pour moi que pour la première fois, le Burkina Faso me demande de venir tourner. Je n'ai pas besoin de parler Bambara, Moré ou Moussi. Vous voyez là, je ne parle pas Moussi, on parle français.
Donc j'ai dit aujourd'hui que c'est ça l'avenir du cinéma africain. La forêt de Niolo, qui dénonce les avatars de l'exploitation minière, devrait permettre de se plonger au cœur de plusieurs luttes, celle des populations pour leur survie. C'est un défi que voit là le ministre de la Culture. Ce film traite d'une problématique d'actualité au Burkina Faso, qui est un pays minier, et il met en évidence la nécessité du développement économique d'un pays face également à la nécessité de protection de l'environnement et des différents sites naturels. Après Ouagadougou, Adama Rwamba poursuivra le tournage de son œuvre de fiction à l'ouest du Burkina, dans les beaux paysages de Kari et de Nassau. Et pour refermer ce journal, un seul titre fait l'unanimité des parutions de ce vendredi. L'installation de la commission constitutionnelle intervenue hier. La revue de presse est signée Issa Lankwandé. L'installation officielle de la commission constitutionnelle fait la une des quotidiens. Foison de titres. Passage à la 5e République, le compte à rebours désormais en marche pour notre temps. La loi fondamentale de la 5e République en ébauche chantonne aujourd'hui au Faso. Les nouveaux toiletteurs entrent en scène, titre l'Observateur Palga. La commission constitutionnelle aura pour rôle la rédaction du projet de la nouvelle constitution burkinabé. 2 mois, c'est le temps imparti à ses membres pour rendre le produit de leurs travaux, précise notre temps. La constitution qui va en sortir devra générer des institutions qui survivent à leurs géniteurs, rapportent les éditions Le Pays sur les propos du président du Faso. Une promesse de campagne de Roch-Marc Christian Kaboré qui entend là offrir au peuple burkinabé une nouvelle victoire dans sa quête de démocratie et de progrès, rappelle le citoyen. C'est ensemble que nous ferons du Burkina Faso un havre de paix, précise-t-il. L'observateur Palga, lui, consacre son regard sur l'actualité justement au passage à la 5e République. Une nécessité imposée par l'évolution des réalités politiques, et si les Burkinabés veulent se doter d'une nouvelle loi fondamentale, c'est pour se débarrasser des scories désuètes qui ont failli l'entraîner vers l'abîme, écrit le journal. Celle de la 4e République ayant montré ses limites au gré des tripatouillages, l'insurrection populaire est venue mettre fin à un système qui n'avait que pour envie de se perpétuer. La nouvelle constitution qui naîtra dans 2 mois au plus marquera la rupture avec l'ordre ancien et rééquilibrera les pouvoirs. Un bémol tout de même, pointe l'Obs, l'effectif pléthorique de la constituante qui, de l'avis du journal, ne garantit pas que les travaux se déroulent sans accroc. C'est tout pour cette édition. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.